parti de Dr Gilles-Christ Olympio. Et celui qui est notre invité, c'est le deuxième vice-président de cette formation politique. Il est également député à l'Assemblée nationale et occupe le poste de troisième vice-président de l'Assemblée nationale togolaise actuelle. Alors, monsieur honorable Sénat Alipi, bonjour. Bonjour monsieur Agbetine, bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Avant tout propos, je voudrais souhaiter une année de paix, une année de liberté, une année de prospérité à toutes les Togolaises et à toutes les Togolais. Je souhaite que cette année nous puissions avancer ensemble pour bâtir un pays qui nous ressemble et qui nous rassemble. Un pays qui nous ressemble et qui nous rassemble. Mais dans la foulée, comment se porte alors votre formation politique puisque vous êtes le deuxième vice-président? Absolument. Il faut dire que c'est une question de politique interne que vous me posez. Oui. Et concernant ce type de questions, généralement, c'est le porte-parole ou le premier porte-parole qui est la personne la mieux placée pour répondre à cette question, puisque, bon, conformément à nos statuts et à notre règlement intérieur, c'est lui qui est chargé de parler des idéaux du parti, de porter à la connaissance du public les décisions du parti et les actes du parti. Ça, c'est l'article 23 de nos statuts. On ne devrait pas marcher sur ces plates-bandes, mais en gros, je peux tout simplement vous lâcher ici que nous nous portons bien. L'UFC se porte bien. Nous nous portons très bien. Avec sincérité, vous le dites? Je le dis la main sur le cœur. Alors, avant de revenir amplement, en tout cas dans le vif du débat ici au pays, vous l'avez appris certainement que 3 pays très importants de la CEDEAO viennent de quitter ou viennent, on dirait, d'amputer la superficie de la CEDEAO. Alors, quand vous l'avez appris, qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit tout de suite, monsieur Alipi? Oh, je n'ai pas été particulièrement inquiet. Comme vous le savez, je suis député de la CEDEAO, du Parlement de la CEDEAO. Et avec mes pairs et collègues, nous allons échanger et voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Je n'ai pas eu un sentiment particulièrement triste ou un sentiment de joie, parce qu'il faut remarquer que ce sont des régimes non constitutionnels. Des régimes non constitutionnels. Oui, c'est des gens qui ont pris le pouvoir par la force. Oui. Et bon, est-ce que ce qu'ils font est tout à fait légal ou légitime? C'est des autorités de fait. J'évite de prendre des positions qui pourraient aller à l'encontre de la position officielle de notre pays, puisque comme je vous dis, je suis député de la CEDEAO et dans ce cadre-là, c'est la politique du Togo qui est portée par le chef de l'État et le ministre des Affaires étrangères que nous suivons. Donc, bon, je n'ai pas d'opinion. Pas de réaction particulière à faire en tant que parti politique et acteur politique. Non, parti politique, il faut voir avec le porte-parole, le premier porte-parole, M. Tchakpe, ou bien son adjoint, M. Tommy Vivien. Ils vous donneront la position du parti UFC. L'Assemblée nationale non plus, je ne peux pas vous donner une position puisque je ne suis pas mandaté à cet effet. Et par l'Assemblée nationale. Oui, mais est-ce que la CEDEAO, quoi qu'on dise, ne voyait pas venir ce désamour entre elle et les 3 pays qui visiblement n'avaient plus? Il faut être réaliste, leur corps, ni leur esprit, ni leur âme dans cette communauté. Bon, tout ce que je peux vous dire ici, c'est qu'il faut qu'on travaille à agréger, à rassembler et à renforcer, parce que l'intégration, c'est l'avenir de cette Afrique-là. Le respect de l'ordre constitutionnel, le respect des institutions, c'est pour ça qu'on se bat, c'est pour ça que nous avons perdu tant de gens dans le combat démocratique. Donc, je ne peux pas encourager une voie qui est non constitutionnelle. Que ce soit un coup d'État, que ce soit une révolution dans la rue, que ce soit tout ce qui ou des élections frauduleuses, tout ce qui n'est pas conforme à nos règles, à nos lois, je ne peux pas l'encourager. Maintenant, quand nous sommes dans des situations de fait, il ne m'appartient pas, au niveau de responsabilité où je suis astreint au devoir de réserve, de me répandre en opinion. Comme je vous dis, bon, au niveau du parti, il y a celui qui peut réagir sur ces questions. Au niveau de l'Assemblée, il y a des gens qui peuvent réagir. Et au moins, si j'étais un citoyen ordinaire, je pourrais vous dire ce que je pense. Mais il se trouve que je suis parlementaire de la CEDEAO. Donc l'institution elle-même va se prononcer sur la question. Et la CEDEAO a réagi, mais pas le Parlement pour le moment. La CEDEAO elle-même a dit quand même que elle reste engagée vis-à-vis de ces 3 pays qui sont des membres importants et qu'il y aura une solution négociée pour la sortie de cette impasse. Absolument, et je fais confiance aux vertus du dialogue, comme
Houphouët-Boigny, le président, le très vénérable Félix Houphouët-Boigny, nous l'apprend. Vous savez, je suis houphouëtiste. Le dialogue, c'est l'arme des forts. C'est l'arme de ceux qui savent faire passer l'intérêt général avant leurs intérêts particuliers. Et je fais confiance au chef de l'État, au président de la République, qui, je crois, est dans une médiation avec le Niger et d'autres pays. En tout cas, je ne peux pas aller dans les détails. Je fais confiance au Togo pour jouer un rôle de rassembleur sur cette question-là pour qu'on puisse trouver une solution, qu'on puisse sortir tous la tête haute de cette situation. D'accord. Alors, en revenant donc au pays, disons, au Togo, vous êtes au nom de l'UFC à l'Assemblée nationale. Absolument. Et vous êtes aujourd'hui reconnu comme chef de file de l'opposition. Absolument. Alors, durant les 5 ans, oui, puisque votre mandat a fini le 31 décembre dernier, que peut-on mettre aujourd'hui à votre actif en tant que chef de file de l'opposition au bénéfice de la population ou au bénéfice de tout le pays? Alors là encore, comme vous le savez, le chef de file de l'opposition, c'est une institution. Et à moins que ça n'ait changé, je suis le représentant personnel du chef de file de l'opposition qui est en déplacement. Oui. Mais l'institution elle-même, un porte-parole ou des gens chargés de sa communication, un directeur de cabinet, il y a toute une équipe dont je vous donnerai les coordonnées lorsque nous aurons fini. Il faut vraiment les inviter à venir faire un bilan de leur action. Moi, à mon niveau, à l'époque où j'étais conseiller spécial, où je me suis occupé de ces dossiers-là, nous pouvons dire que nous avons trouvé une institution qui était encore qui n'était pas encore suffisamment structurée. Donc nous avons, après des négociations avec le gouvernement, convenu qu'il fallait que ce soit une vraie institution avec un siège, avec des ressources humaines, donc des employés. Et ça a permis quand même de... Ça a été fait? On a au moins 14 personnes qui sont des employés de l'institution, chef de file de l'opposition. Nous sommes intervenus sur plusieurs dossiers. Là, je peux vous parler des interventions que nous avons faites en qualité de représentant du chef de file pour plaider la cause justement de personnes qui ont été arrêtées pour des questions de droit commun ou qui peuvent être assimilées à des questions politiques pour certains. On peut parler du cas de Foli Sachivi, ici, à l'époque, Urodjikpa Tchatipi, et un peu plus tard, et avec beaucoup moins de vigueur, de Jimo Oré. Nous avons estimé que bon, il a fait des erreurs, mais qu'on ne peut pas, on ne va pas couper la main d'un enfant parce qu'il s'est sali la main. Et donc, tout cela l'un dans l'autre. Mais il a presque purgé sa peine, hein. Il ne restait que quelques jours. Oui. Le plus important, c'est que notre voix, mêlée à celle des autres qui demandaient leur libération, ont permis d'avoir un résultat. Et je vous fais noter que depuis 2019 jusqu'à ce jour, c'est près de 3000 prisonniers qui ont été libérés dans le pays, bénéficiant de grâce ou de remise de peine. Donc tout cela contribue à accentuer la réconciliation dans le pays. Mais vous savez, il est très important. Souvent, il y a eu beaucoup de confusion par le passé parce que nous fonctionnons de façon informelle. Que ce soit le CFO, l'UFC ou d'autres choses, dès qu'il y a un problème, je viens, j'explique. Bon, maintenant que notre parti est en train de s'institutionnaliser, que chacun a son rôle, bon, ce matin, je suis là comme parlementaire pour essentiellement discuter de pourquoi nous avons augmenté le nombre de députés et je laisse les autres questions. Député au nom de l'UFC, qu'avez-vous pu faire et que vous puissiez dire aujourd'hui aux Togolais, quand vous nous avez mandaté à vous représenter, voilà ce que nous vous avons fait, vous qui étiez nos mandats? Absolument, et ça c'est une très bonne question. Le bilan normalement doit être fait par le président du groupe parlementaire que j'ai été. Décidément, vous faites toutes les questions, vous direz, monsieur le Sénat. Nous sommes en train d'institutionnaliser le parti et chacun a son rôle. Mais bon, mais dès lors que vous êtes là au nom de l'UFC, vous pouvez quand même vous prononcer sur les grands sujets qui intéressent votre formation politique. Je peux vous donner des éléments de réponse, mais je me garderai de faire le travail des autres à leur place. Bon. Quel est notre bilan? Si on devait faire un bilan, comme vous insistez, et que vous avez été aussi président du groupe parlementaire. Donc c'est un sujet que je connais bien. Je peux vous dire que sous l'UFC, en tête de l'opposition, nous avons limité le mandat présidentiel à 2. Nous avons instauré les 2 tours aux élections.
nous avons limité tous les mandats, hein, présidentiels, législatifs, municipal. Nous avons activement participé à la mise en place du CPC. C'était une de nos revendications, même avant qu'il y ait le CNAP. C'est même dans ce studio-là, si vous fouillez vos archives, que je vous disais que il faut déplacer le débat de la rue. Parce que c'est quand les gens n'ont pas un espace pour discuter qu'ils forment des projets de manifestation de rue. Et dans ces projets-là, certains veulent, conformément à notre constitution, manifester simplement. Bon, d'autres veulent en profiter parfois aussi pour déstabiliser les institutions. Et moi, je disais que, bon, écoutez, si on a un cadre où on peut discuter de ces problèmes-là, ça nous évite d'aller dans la rue. Et donc ça, éventuellement, aboutit à la CNAP. Pas moi seul, hein, d'autres aussi avaient cette idée, mais moi, c'était notre plaidoyer. Ça aboutit à la CNAP. On a été à la CNAP, c'était une expérience. Donc, l'UFC a été un acteur très déterminant dans la création ou la mise en place de la CNAP. Absolument. D'accord. J'ai co-présidé la CNAP avec mon aîné, le très respectable président Achole, de secrétaire exécutif du parti UNIR. Nous avons eu à co-présider la CNAP. Bon, comme on ne fait pas trop de bruit, ça vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Nous avions eu l'information, bien sûr. Effectivement. Oui. Donc, le CNAP, maintenant, arrivé au CNAP, on a voulu que ce soit quelque chose de permanent. Et le gouvernement a accepté. Et donc, nous avons le CPC maintenant, qui lui est là. N'importe quel problème politique que vous avez, au lieu de manifester dans la rue, vous venez là-bas, on discute, on trouve un consensus, c'est la règle. Si on s'entend tous, on fait les changements. Si on ne s'entend pas, on met ça dans un troisième panier, on va en rediscuter jusqu'à ce qu'on trouve un arrangement, ou bien ça, on met ça de côté en attendant. Donc ça, ce sont des acquis. Vous avez la question du SMIC. Depuis 2017-2018, nous disions que le SMIC à 35 000, c'est trop bas et qu'il faut le relever. Et nous sommes à 52 500 aujourd'hui. Donc on ne peut pas dire que c'est nous seuls. C'est notre bilan, nous seuls. C'est un bilan collectif. Parce que tout ce que nous l'avons fait avec d'autres. Et d'autres ont eu peut-être même sur certains sujets une voix plus prépondérante et plus déterminante dans l'obtention du résultat. Mais c'était nos idées, nous y avons participé et tout le reste. Donc ça, ce sont des choses pratiques, concrètes. Mais vous savez, pour être tout à fait honnête avec vous, pour tout vous dire, parce que pour être tout à fait honnête, ce n'est pas une expression française très correcte. Pour tout vous dire, il y a tellement de travail à faire que est-ce qu'on peut dire qu'on est satisfait? Vous voyez l'état de la nationale numéro 1, un grand pays comme nous. Après Tchémié. En général même, il nous faut beaucoup plus que ça. Ce n'est pas... Il faut pouvoir faire basculer tous ces conteneurs qui sont sur les titans et toutes ces affaires surchargées là. Il faut qu'on termine les chemins de fer pour faire basculer ces gens-là, parce que c'est eux qui gâtent nos routes finalement avec leur poids et leur surcharge et tout ça. Il faut refaire la nationale numéro 1 et le phénomène de feu de brousse. La précarité fait que les gens s'adonnent au commerce du charbon de bois et détruisent beaucoup de forêts et de végétation dont nous avons besoin. Vous sentez que... Donc vous vous préoccupez même des questions environnementales. Absolument. Il y a les questions de la chefferie. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons dans notre projet de société Ensemble pour un Togo nouveau, disponible au www.alipui.com, nous avions dit que si nous étions en majorité, si nous avions l'opportunité de former un gouvernement à Blodé, nous aurions institutionnalisé la chefferie traditionnelle pour qu'elle soit une institution à part entière, autonome et qu'elle ne dépende pas d'un ministère. Ah d'accord. Absolument. Nos chefs qu'elle ne dépende pas d'un ministère. Non, qu'elle ne dépende pas d'un ministère. Nous, c'est notre conception de la chose. Ah bon. Mais c'est les chefs traditionnels. Vous n'allez pas les mettre sous l'autorité. On va aller dans des pays voisins, les chefs traditionnels sont vénérés. Oui. Ici, ils sont presque comme des fonctionnaires. Il y a une activité, on les trimballe, on les amène. Et c'est le ministère qui leur ordonne à faire ci et ça. Si ça dépendait de nous. Bon, maintenant, peut-être ça leur convient et ça convient à tout le monde. Mais je vous exprime ma position sur la question. J'estime que nous devons donner plus de respect, plus de moyens aux chefs traditionnels, en faire une institution à part entière, autonome, qui peut aussi peser positivement sur la vie des concitoyens. Bon, ça, ce n'était pas dans le projet de société, mais vous avez les responsables religieux, les pasteurs, les imams, et tous ces gens-là qui jouent un rôle très important dans la pacification et dans l'éducation des masses de nos populations. C'est des gens que nous devons doter de moyens conséquents. Je n'irai pas jusqu'à parler d'un salaire pour ceux qui sont régulièrement constitués, mais si jamais j'ai l'opportunité, nous avons la main pour le faire, nous
nous reverrons le statut des pasteurs, imams et autres pour qu'ils puissent quand même recevoir des subventions de l'État et qu'on puisse les accompagner dans le travail difficile qu'ils font. Quand bien même ils sont nombreux, on va trouver un mécanisme pour structurer tout cela et leur permettre d'exercer leurs fonctions dans des conditions plus dignes. Donc il y a tellement de travail, l'emploi des jeunes, notre justice, notre brave justice qui est à réformer. Je tiens au passage à saluer la nomination du nouveau ministre. C'est un homme Tougli. C'est un homme que j'ai eu le plaisir de connaître lorsque j'étais encore chargé des missions et conseiller de M. Olympio lors d'un atelier à la Cour constitutionnelle à l'hôtel Sarakawa. Et de tous les intervenants, lui m'a marqué par son franc-parler, par sa maîtrise des sujets qu'il avait et par sa compétence. Et il disait les choses telles qu'elles étaient, sans insulter personne. Donc c'est quand même un homme expérimenté. Et je crois, la dernière fois que je suis venu, ou l'avant-dernière fois, je vous disais que si nous sommes en majorité, nous allons complètement réformer la justice. Il faut doter le système judiciaire togolais de plus de moyens matériels, humains, et revoir le salaire de tous ces gens. Parce autrement, que si tu payes mal un juge... simplement au niveau de leurs conditions de vie et de travail, ou bien il y a d'autres choses que vous reprochez à la justice. Je ne leur reproche rien. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'ils travaillent dans de mauvaises conditions. Un juge qui n'est pas bien payé, vous êtes en le payant mal en réalité, vous êtes en train de facto de l'exposer à la corruption. Alors maintenant, selon son éthique et selon l'urgence de sa précarité, de sa situation, il peut céder ou pas. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut réformer le système judiciaire complètement. Il y a trop de litiges concernant le foncier. Vous voyez comment nous avons le tribunal du commerce. Si nous sommes en majorité, que mon parti accepte ces propositions-là, nous allons mettre en place un tribunal spécial comme celui du commerce, uniquement dédié aux questions foncières qui font 2/3 des dossiers là-bas et donner... Aucun dossier concernant le foncier n'ira au-delà de 6 mois. Oui, on va les doter en ressources humaines et matérielles pour d'abord vider tous les dossiers qu'il y a, les anciens. Et maintenant, quand tu as un problème, tu vas saisir la justice. C'est commerce, va au tribunal du commerce. C'est foncier, va au tribunal du foncier. Comme ça, la justice, la vraie justice sera disponible pour tous les autres dossiers sans... Parce que vous avez des cas qui sont terribles. Et ce matin, j'aimerais soulever le cas d'un de nos militants. Il n'est pas en prison pour des raisons politiques, c'est des affaires de droit commun. Il s'appelle Eddy Comlin. Moi-même, je suis intervenu à plusieurs reprises. Ça ne donne absolument rien. Je crois que je n'ai pas les preuves, hein, mais après avoir écouté le juge, l'avoir écouté tout le monde, des esprits malveillants ont voulu dire qu'il était quelque part quelqu'un décédé, alors que je crois qu'il n'était même pas là ce jour-là. Bon, des signalements en histoire, finalement il est en prison. Et le temps que la procédure se fasse, je crois que ça a déjà fait... On frappe à plusieurs portes. Ça ne donne absolument rien. Et il est toujours... Je vous ai donné son nom. Je ne vous parle pas d'une histoire ou d'une affaire. Il s'appelle Eddy Comlin. J'ai chargé l'honorable Aoumé Zounou, qui est responsable des députés de cette zone, de s'en occuper. Je me suis impliqué moi-même. Eddy peut-être à l'écoute ce matin. Donc ce n'est la faute de personne. C'est le système qu'il faut réformer. Et si nous réformons le système, les dossiers vont être évacués. Si on vient te voler ce matin, et j'ai encore un dossier comme ça là-bas aussi, où il est évident qu'il y a eu vol, on a une bonne idée, mais les gens qui doivent faire le travail ne peuvent pas, faute de moyens adéquats, et donc ton dossier va rejoindre une pile qui dort. Et ça, même si tu as une personnalité ou tu es un citoyen lambda, tu attends, ça peut faire 2-3 ans. Alors que, bon, justice doit être rendue au bout d'un moment. Donc nous allons faire tous les aspects. Voilà, alors je suis satisfait. En tout cas, je peux attester de la compétence du nouveau ministre en termes de probité, en termes de compétence. C'est un gros problème, là, la justice. Et nous allons faire qu'il insuffle un nouveau dynamisme et puis que les moyens l'accompagnent. Surtout cela. D'accord. Alors, vous avez parlé quand même des corps constitués ou bien des secteurs qu'il faut améliorer, renforcer ou même rendre autonomes, etc. Et vous êtes toujours député à l'Assemblée nationale, mais est-ce qu'il vous est arrivé une fois de penser aussi aux médias togolais? Absolument. Et je l'ai déjà dit, je crois, dans ces studios, ou bien c'est sur New World TV. Lorsqu'on était en train d'étudier le budget, j'ai vu que c'est un budget d'environ 1,5 milliard qui vous a été alloué. J'ai dit, mais c'est une... 1,5 milliard alloué aux médias? Pas aux médias comme vous, mais c'est-à-dire que au niveau des médias. J'ai trouvé ça
J'ai dit non, il leur faut... Peut-être au ministère de la Communication. Non, pas au ministère. C'est-à-dire, c'était pour les médias, on étudiait le budget. Bon, je n'ai pas préparé ce sujet-là ce matin, mais c'était 1,5 milliard. J'ai dit non. Si vous voulez vraiment que la presse togolaise soit au niveau auquel on l'attend, c'est-à-dire qu'elle ait les moyens de vérifier les informations qu'on lui donne, aux journalistes de vivre dans des conditions dignes et de ne pas tirer le diable par la queue, il faut injecter de l'argent dans ce secteur-là. En tout cas, je vous annonce quand même pour votre problème que toute la presse togolaise reçoit une enveloppe comme aide de l'État à la presse, une enveloppe de 150 millions de francs. Donc nous sommes loin des 1,5 milliard que j'ai vu. Ah oui. Il vous faut au moins 10 milliards. Au moins, dans mon estimation. Vous avez un énorme impact. Nous sommes en studio ce matin. Combien de gens écoutent cette radio? Si vous décidez de dire des bêtises, l'effet est immédiat. Donc on doit vous permettre d'avoir un salaire correct, financer vos équipements, vous financer correctement, même si vous êtes une radio privée, disposer de subventions. On fait tous ces gens-là qui sont là, si vous n'êtes pas bien payé, est-ce que votre esprit est tranquille quand vous faites votre travail? De temps en temps, le téléphone sonne, on vous présente des problèmes insolubles, alors que vous devez faire des choses qui touchent des millions de gens. Nous sommes 2 millions à Lomé. Donc la presse a besoin d'être accompagnée. Si nous sommes en majorité, nous allons revoir cette vote d'histoire de 150 millions là. Oui, mais lors du vote, est-ce que les députés ont pu véritablement travailler sur ça, plaider la cause de la presse, bien que nous n'étions pas là? Bien sûr. Je n'ai pas plaidé votre cas seulement pour qu'on augmente l'argent qu'on vous donne. Lorsqu'on était en train d'étudier le projet de loi, le code de la presse qui est arrivé à notre niveau, j'ai trouvé les sanctions trop sévères. Il dit, écoutez, si on va mettre les gens en prison pour des histoires de presse, qu'est-ce qu'on cherche à obtenir? Le vrai problème de la presse au Togo, c'est que, bon, excusez-moi, je n'insulte pas, ce n'est pas tout le monde aussi. Certains journalistes ne peuvent pas offrir le niveau de professionnalisme que nous attendons parce que nous sommes dans un domaine qui est assez informel. Certains ne sont même pas formés. Bon, il n'y a pas de travail, il s'essaie au journalisme, il parle bien, les gens l'aiment bien, il prend le train en marche. Il faut ensuite former ces gens-là, les donner des moyens adéquats et les responsabiliser. De façon à ce que, bon, quelqu'un qui est à l'aise, qui fait son travail correctement, pourquoi il va être en train de courir après des rumeurs pour faire le buzz? Tout le monde pourra faire son travail correctement. D'accord. Et donc, en fait, de façon générale, et je termine avec cela, l'économie togolaise est sous-financée. Et quand bien même, je me réjouis qu'on ait passé le cap des 2000 milliards, un pays comme le Togo, si nous voulons le voir, milliards. D'accord. Alors, le mandat actuel du Parlement est arrivé à son terme depuis le 31 décembre dernier. Quoi qu'on dise, nous vous félicitons ici, vous, au niveau de l'UFC, dont des représentants, notamment vous-même, vous venez chaque fois que nous vous sollicitons à venir répondre aux préoccupations que nous portons, préoccupations de la population que nous portons ici des fois. Mais les autres, non, surtout la majorité parlementaire n'a jamais respecté ou ni accédé à nos sollicitations, à nos invitations. Cependant, est-ce que vous êtes vous-même satisfait de vos résultats pour l'ensemble du pays? Je dois dire que tout à l'heure, lorsque j'ai entendu le mot féliciter, je me suis demandé si vous parlez de nous ou bien si c'était bien de moi qu'il s'agissait. Je parle de vous, l'UFC. Parce qu'au moins, vous acceptez quand on vous invite ici. La preuve, vous êtes encore là ce matin. Oui, mais les félicitations même sont étonnées, je vous assure. Non, plus sérieusement. Plus sérieusement. Mais en tout cas, c'est sérieux quand même. Plus sérieusement, nous sommes en direct. Plus sérieusement, je viens. Même quand je suis fatigué, même quand je n'ai pas envie que vous veniez nous repasser comme des habits ici, parce qu'ici quand on vient, il y a Radio Victoire, vous nous chauffez vraiment mal. C'est un devoir. Voilà. Si même vous n'avez pas voté pour nous, le mandat il est pour tout le peuple. On nous a mis là pour faire un travail. Mais quand on nous appelle pour venir éclaircir des questions ou venir rendre compte, on ne peut pas se dérober. Vous imaginez le directeur de Radio Victoire qui appelle un Tama, nous les possibles. C'est-à-dire que ce n'est pas possible. C'est un devoir pour nous de venir. Nous sommes à votre service. Même si vous ne le ressentez pas de soins de santé adéquats pour ce pays, même si beaucoup de choses manquent encore, nous travaillons quand même. Avec le peu de moyens qu'il y a, on fait un effort. On fait un effort et ce n'est pas encore où est-ce qu'on doit être. Mais si vous nous faites confiance pour continuer, et que les populations sont d'accord, on va voir comment on peut faire mieux, on peut faire mieux que... Est-ce que j'ai compris le mot illégitime ou illégal ou bien j'ai juste rêvé?
Allez-y. Tout ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas rentrer dans ce débat-là sans insulter personne. Oui, mais quand même, quoi qu'on dise... La Constitution est claire. Quand les autres arrivent, nous partons. Ou bien si nous sommes renouvelés, nous continuons. Bon, maintenant, assis ici, moi je suis de l'opposition. Je ne suis pas le gouvernement. Je ne suis pas la CENI. C'est la CENI qui propose une date, le gouvernement organise en tout cas, ils organisent les élections. Donc, moi, vous me demandez à moi pourquoi ils n'ont pas fait leur travail. Il faudrait peut-être eux les inviter pour qu'ils viennent nous expliquer pourquoi. Vous êtes censé contrôler l'action gouvernementale. C'est ce que nous sommes en train de faire. Oui, mais quand votre mandat est tiré vers sa fin, oui. Avez-vous du moins pris sur vous d'interpeller le gouvernement, s'il vous plaît, monsieur, les feux sont aux oranges. Oui, je l'ai fait. Bientôt le rouge. Je l'ai fait. Si vous allez sur Republic of Togo, vous tapez Alipuy dans leur moteur de recherche, vous trouverez un article où je demande qu'on reprenne les travaux au CPC assez rapidement. C'était justement pour discuter du procès. De toutes les façons, nous allons déborder à ce moment-là. Il était débordé. Qu'est-ce qu'on fait? On fait l'élection en janvier, février, mars, ou bien on le fait plus tôt, on se donne le temps de mieux se préparer, on le fait en juin, ou bien mieux, on reporte carrément le tout à 2025 pour faire des élections générales au mois de juin, lorsque le mandat des conseillers municipaux finit. Les conseillers municipaux, les députés et les régionaux sont tous élus, ils sont là, c'est une nouvelle équipe, ils sont là pour 6 ans. Et l'argumentaire, milliards. On va faire, au départ, le principe de couplage n'était pas entièrement acquis. On va faire régional. 15 milliards. Puis quand tu vas dans certains villages, il n'y a pas d'eau. Ces 60 milliards là, on ne peut pas les dépenser autrement. Bon, le chef de l'État a donné des indications sur ce que lui souhaite, puisque c'est lui qui, c'est le gouvernement, c'est eux et tout. On dit mars. Mais même mars, moi quand je regarde ça à froid, je vois la liste des choses à faire, je pense qu'au plus tôt, il vaut mieux qu'on ait en juin. Mais écoutez, donc actuellement là, l'UFC, en tout cas M. Alipuy, pense que la période proposée par le gouvernement, ce ne serait évidemment pas possible. Non, M. Alipuy ne pourra pas vous dire exactement ce qu'il pense. Il constate avec vous que techniquement, les dates semblent intenables. Mais ce n'est pas moi qui organise les élections. Ou ils peuvent organiser les élections. Moi, je dis simplement que si vous demandez mon avis comme individu, et ce n'est même pas l'avis de mon parti politique, décalons peut-être de quelques mois, quelques semaines, on trouve un arrangement concernant les questions de recensement pour qu'on n'ait pas à en refaire un nouveau, et on va aux élections plus tranquillement, parce que le problème avec les élections, ce n'est pas les élections, c'est après les élections, quelqu'un va dire, mais on m'a volé, on m'a ceci, on m'a cela. Si nous avons tout fait ensemble, on est tous d'accord sur tout, nous, mon cas, on est 8 millions de Togolais, 8 millions de Togolais. Les députés, j'ai dit. On va voir quelles sont les provisions légales dans le pays, que dit la Constitution, que disent les lois en la matière, pour voir comment se fait le glissement, la transition. Et voilà que les autres acteurs de l'opposition vous traitent aujourd'hui de députés illégitimes actuellement. Alors que répondez-vous à ceux-là, peut-être pour leur donner raison ou carrément infirmer ce qu'ils disent? Bon, moi je ne peux pas rentrer dans ce débat d'illettrés. C'est supposément des gens qui ont été à l'école, qui savent lire et écrire, qu'ils aillent lire l'article 52 de la Constitution. Oui, mais ils disent que derrière c'est... Moi, je suis un acteur politique. Je suis de l'opposition. Mon travail aujourd'hui, c'est de convaincre les Togolais que c'est la Blodé qu'il faut au Togo, que c'est la Blodé qui doit être en majorité au Parlement pour résoudre le problème de vie chère, pour résoudre le problème d'eau, d'électricité. Ce n'est pas de répondre à des gens qui ne vont pas aux élections ou bien qui se comportent comme de parfaits illettrés sur la place publique. Je ne peux pas rentrer dans ce genre de débat. Je ne veux des institutions compétentes et que le processus se mette en place. Voilà qu'on vous donne 3 mois gratuits et puis vous verrez en 2025. Bon. Vous resterez toujours en place comme ça? Parce que sur la base de l'article 58 et 52 dont vous parlez? Disons que ma parole a dépassé ma pensée. Je n'ai pas vraiment le droit d'émettre une opinion sur cette question-là. Devoir de réserve comme vice-président de l'Assemblée m'oblige. Ça nous amène, ça devient compliqué. Donc je retire tout ce que j'ai dit, même si c'est entièrement vrai. Ce n'est ni le dos, ce n'est une peur de quoi. Je suis couvert par plusieurs immunités, on peut parler. Mais nous sommes en train d'essayer de régler des problèmes, nous sommes en train d'essayer de faire avancer le pays. Je pense que si on a quelques minutes à l'antenne ce matin,
c'est plutôt pour voir comment on peut faire peut-être passer le SMIC de Alors, 52 à 60 000 et obliger tout le monde à payer d'ailleurs les 52 000 SMIC dont vous parlez. D'accord, il y a crise, c'est vrai, c'est acté aujourd'hui que le SMIC est à 50 000. Mais est-ce que tout le monde touche son SMIC? Tout le monde touche le SMIC. C'est sur ça que je veux que tu m'interpelles. Et on laisse les illettrés qui n'arrivent pas à lire l'article 52. Là, vous risquez de vexer beaucoup plus de gens, s'il vous plaît. Bon, d'accord, donc je retire encore ce que j'ai dit. Également bien chevronnés, qui savent lire entre les lignes quand il est question des tests juridiques. Bon, alors quand vous les voyez, vous leur demandez comment ils expliquent qu'en 2012, en octobre 2012, quand le mandat des députés à l'époque était fini, ils sont restés encore 8-9 mois jusqu'en juillet 2013. Ça, ces juristes-là, ils n'étaient pas au Togo. Et c'est un accord qui a permis qu'ils restent en place. C'est un accord qui a permis qu'ils restent en place jusqu'au 25 juin 2013. Bon, je n'étais pas dans le pays, mais ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il y avait des manifestations pour déstabiliser les institutions. C'est ce qu'on m'a expliqué. Moi, je n'étais pas là. Et tenter de prendre le pouvoir. Ça n'a pas politique. Qu'on ouvre un cadre ou une assise nationale pour discuter encore de ces questions, pour voir si vous pouvez rester en place jusqu'à l'arrivée de la nouvelle assemblée ou non. Voilà de quoi il est question, monsieur Alipuy. Mais l'autre... Donc on met la constitution de côté. Qui dit quand? Oui, mais est-ce que c'est moi qui organise les élections? Est-ce que nous, moi, je suis priorité. Vous auriez été aux élections législatives au mois de novembre 2023. Nous n'aurions pas débordé d'un jour. Bon. Nous avons le député est maintenant porté à 113 au lieu de 91. L'UFC a voté pour. Maintenant, les Togolais veulent comprendre les raisons qui ont motivé votre vote la dernière fois. Mais avant, permettez, on marque la pause et on revient dans quelques minutes. Il s'agit de l'honorable Sénat Alipuy qui nous vient de l'UFC. Il est deuxième vice-président de cette formation politique, c'est-à-dire de l'UFC, et troisième vice-président à l'Assemblée nationale. Je vous posais la question tout à l'heure. Les Togolais veulent connaître fondamentalement les raisons qui ont motivé la majoration du nombre de députés à l'Assemblée nationale. Question du nombre de députés à l'Assemblée nationale est liée étroitement à la question du découpage électoral. Que vous avez posé au CPC. Bien avant. Qui était posé? Vous vous souvenez qu'au lendemain des élections législatives de 2000, parce qu'à ces élections-là, le député poussait les autres aussi confortables. Alors le problème du découpage électoral s'est posé en termes de... Mais nous sommes plus nombreux, mais nous sommes moins représentés. Et ce débat-là a continué. Et en 2012, l'UFC a sorti un document dont je pourrais vous, si le parti m'autorise, ou bien si le porte-parole lui-même veut venir expliquer, et il viendra le faire, ce n'est pas mon rôle, je ne fais pas page électorale, et pourquoi il faut augmenter le nombre de députés. Et de ce qu'un des ministres, le très respectable ministre Gallet m'a expliqué, et puis d'autres m'ont expliqué, que je ne veux pas citer, nous proposions à l'époque que le nombre de députés passe à 108 pour qu'il y ait un équilibre dans le pays, puisque 200 000 personnes ne peuvent pas élire un député pendant que 2000 personnes élisent aussi un député. Bon, mais c'était un argument uniquement basé sur les questions démographiques. Nous avons repris ces choses-là en disant, bah, si nous sommes en majorité, nous allons refaire le découpage électoral. Et beaucoup d'autres partis en ont aussi fait un cheval de bataille. Bon, alors, lors des dernières discussions politiques que nous avons eues au CPC, la question s'est posée, et certains ont même orienté la chose vers 117, et bon, finalement, il y a un consensus sur le fait qu'il faut augmenter le nombre de députés. Mais toute personne qui connaît un peu ces choses-là, c'est que la question du découpage électoral, il y a certes les critères démographiques, mais il y a les critères géographiques aussi, donc en termes de superficie de la zone que couvre le député. Il y a des critères sociaux qu'il faut regarder. Il y a la densité qui vous met la population sur la superficie. Autrement dit, au CPC, n'avez-vous pas réussi à vider tous ces aspects-là avant de faire des propositions, ou bien les propositions ont été faites en l'air? Vous voyez, tout à l'heure, vous étiez en train de me dire que quand on me pose des questions, j'essaie d'éviter les questions, je les fuis. Vous ne l'avez pas dit, hein, mais c'était la façon dont les choses se présentaient. À vrai dire, j'ai assisté à la première réunion du CPC. Et où j'ai proposé qu'on fasse justement des élections générales bien avant le quart. On a proposé un certain nombre de choses et on était tous d'accord qu'il faut augmenter le nombre de députés. Voilà. Mais ne pas retenir uniquement le critère démographique, comme le proposait l'ANC. Bon,
au milieu de la réunion, j'ai dû m'absenter. J'avais une autre réunion à Abuja, donc je n'ai plus participé aux réunions physiquement. Mais notre parti était représenté et il se dégage de tout ce qu'il y a eu un consensus des rapports que nous avons eus, qu'il y a eu un consensus sur la question qu'il faut augmenter, comme nous le souhaitions nous-mêmes. Bon, certains parlent de 117, d'autres ont proposé moins, ceci, cela. En tout état de cause, le CPC fait des propositions au gouvernement. Si ça lui convient, ça vient au Parlement. Ce n'est pas des instructions, des injonctions. Donc, le gouvernement aussi peut modifier un peu, et ça revient au Parlement. Comme parlementaires, nous aussi, nous pouvons modifier et ajuster. Bon, c'est arrivé au Parlement à 113. Nous en avons redébattu. Et nous avons même voulu pousser le bouchon en disant que bon, maintenant, on a essayé de voir, comme tout opposant, et c'est de bonne guerre, si on pouvait grignoter un peu sur les prérogatives du gouvernement en disant, bon, vous avez mis ça à 113, bon, maintenant, comment vous allez le répartir aussi, là, on veut être impliqué. Revenons au dialogue. Ben, ils sont conscients de quelles sont leurs prérogatives, de ce qu'ils peuvent faire et de ce que nous devons faire, et nous ont rappelé que c'est leurs prérogatives. Donc, à l'étape où nous sommes, c'est 113. Nous étions d'accord qu'on augmente, c'est 113. On a éclaté les préfectures double. Parce que si je vous donne mon propre exemple, au Gouanier, c'est une histoire comme si vous avez deux femmes. Tout ce que tu fais pour Atakpamé, tu dois faire pour Agné. Même pour organiser une manifestation, si ça tombe le même jour, ils vont se disputer sur où tu dois être pour commencer. Donc c'est une grosse circonscription, sans doute la plus grosse de la région des Plateaux, avec quasiment 200 000 électeurs. Et je l'ai sillonné. Vous voyez, je suis en tenue aujourd'hui. Je reviens de là, je suis arrivé au milieu de cette nuit. En 2 jours, j'ai fait 15 cantons, à peu près. Et ces derniers jours, j'en ai fait 21 au total. Au volant, moi-même, je suis allé d'endroit en endroit pour souhaiter bonne année aux gens. C'est beaucoup de travail pour un seul individu. Donc là, au moins, maintenant, avec le nouveau découpage, c'est divisé en 2. Donc, il y a plus de jumelage de 2 préfectures. Voilà. Annie aura pour lui, et comme nous sommes favorables à la monogamie, tout ça là tombe bien. Chacun n'a qu'à gérer sa préfecture et puis on est tranquille. Et finalement, vous serez beaucoup plus focalisé au cantonné au niveau de l'Ogo. Je n'ai pas déclaré, c'est mon parti qui décide, même si je peux même aller aux élections. Où je suis assis là, je ne sais même pas si mon parti acceptera que je sois candidat. D'accord. Alors, quand même, somme toute, l'UFC ira à ces élections. Bon, ça c'est encore une question qu'il faut poser au porte-parole du parti parce que nous travaillons pour aller aux élections. Nous avons toujours participé aux élections au Togo, quelles qu'en soient les conditions. Mais il ne m'appartient pas, sans avoir été mandaté de venir faire ce que le parti fait. Vous êtes déjà sur le terrain, vous l'avez dit. Moi, je dois aller souhaiter bonne année, moi, il pleut, il neige, on travaille. Et la pré-campagne, c'est celle-là que vous venez de démarrer? Non, on peut souhaiter bonne année aux gens qui vous ont élus, et leur apporter quelques calendriers, quelques bouteilles de naps au chef, et voir comment vont nos militants. Et l'UFC ambitionne avoir combien de sièges? Ah, ça, c'est encore une question qu'il faut poser au porte-parole de notre parti, puisque c'est le bureau politique qui va fixer les objectifs et nous déployer sur le terrain. Écoutez, quand je quitte ce studio, je ne suis qu'un militant de mon parti. Hein, j'ai de super. Donc, visiblement, vous ne pouvez non plus nous dire à quand le retour du président national au pays, puisque le porte-parole doit s'en occuper aussi. Absolument. Décidément, vous nous le dire comme ça, on invite plutôt le porte-parole, mais quand même. Non, invitez-le. Moi, je suis là comme député ce matin. Acteur politique, Monseigneur Kodjo, vous l'aviez connu, même si c'est notre grand-papa, etc. Il est mort en exil. Finalement, le 18 janvier dernier, le gouvernement a autorisé que sa dépouille soit ramenée au pays. Depuis vendredi, son corps a quitté la Suède et la dépouille arrive en Bière aujourd'hui, sur le coup de 11 h selon nos informations. Alors, est-ce que vous êtes réjoui du fait que finalement, on viendra enterrer Monseigneur Kodjo sur sa terre natale? Avant d'aborder ce sujet, je nous demanderai d'observer une minute de silence en mémoire de Monseigneur Kodjo, si vous le permettez. Bien sûr. Je vous remercie. Merci. C'est une bonne décision qu'il soit enterré chez lui. En tout cas, personnellement, j'aurais préféré qu'il meure ici, qu'il vive ici, dans ce pays, qu'à sa manière, il a servi. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup ce pays, quelqu'un qui était très respecté par beaucoup de gens. Sur le
plan religieux, il a quand même un cursus plus qu'appréciable. 64 ans de sacerdoce et 47 ans d'épiscopat. Vous voyez, même si on prend son épiscopat, ça dépasse même mon âge. Oui. Donc pour vous dire que c'est des gens qui ont servi. Sur le plan religieux, je pense qu'il a fait un excellent travail. Sur le plan politique, nous avions le même objectif qui est l'amélioration des conditions de vie des Togolais, mais nous n'avions pas les mêmes approches. C'est-à-dire que bon, nous on est dans une autre dynamique, on travaille d'une autre façon, on voit les choses d'une autre façon, on aborde les problèmes d'une autre façon. Il avait aussi son approche qui est pas opposée à la nôtre, mais vraiment différente. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer pour échanger avec lui. Et cet amour du Togo qu'il avait, ça, c'est... On partage tous cet amour du Togo. Vous discutiez avec le chef de l'État, monsieur le président Fabre, ou bien monsieur le président, le premier ministre Agbeome Kodjo, ou tous ces gens, on a en commun cette passion du Togo. Maintenant, comment on va faire pour faire avancer le Togo? C'est là que parfois vous voyez qu'on a des divergences sur la façon dont il faut avancer. Mais je salue sa mémoire et je souhaite qu'il repose en paix. Et je trouve que c'est tout à fait normal et tout à son honneur que le gouvernement laisse qu'on l'enterre. Où est-ce qu'on l'aurait? Quelle autre posture aurait-on pu prendre? C'est une bonne chose et je souhaite vraiment que son âme repose en paix. Je présente toutes mes condoléances à sa famille biologique, à sa famille politique et j'espère que son départ, aussi subite que regrettable, permettra de rapprocher les positions pour que on se retrouve tous comme on le fait au CPC pour discuter, pour voir comment on peut faire avancer le pays. Parce que comme je vous le disais, la vie chère, le mauvais état des routes, absence d'eau, d'électricité. Le chantier est tellement énorme que nous n'avons plus le droit de nous arrêter pour nous disputer sur est-ce qu'on a dépassé le mandat d'un jour ou pas, ou de 2 jours ou pas. On doit vraiment solutionner les problèmes des Togolais aujourd'hui. Ce qui est sûr, vous avez dépassé le mandat parce que la population ne vous a pas élu pour plus de 5 ans. Absolument. Ah oui, mais l'autre question, il paraît que l'UFC fait partie aussi du groupe qui aurait introduit une proposition de loi pour peut-être revoir le nombre d'années du mandat présidentiel. Je n'ai pas cette information-là. Le 29 décembre dernier, la présidente de l'Assemblée nationale avait annoncé quand même qu'il y a un groupe qui a fait une proposition, et puis, mais seulement que le contenu n'avait pas été détaillé. Bon, je n'étais pas dans la salle à ce moment-là, mais je l'ai aussi appris. Et je pense que la personne qui est la mieux indiquée pour répondre à cette question-là, c'est le président de notre groupe parlementaire, puisque c'est le chef des députés. Moi, je suis un seul député, mais je n'ai pas signé aucun document, je ne suis associé à rien. Je ne sais rien. D'accord. 92 02 80 63 99 70 70 90 pour être en direct avec nous pour vos questions à notre invité. Mais quand même, nous savons bien que vous semblez le dire qu'il faut aller à une élection générale. Le mandat présidentiel est à 5 ans. Oui. Le mandat du député pour la prochaine législature serait à 6 ans, serait de 6 ans. Oui. Municipal, 6 ans. Oui. Régional, je ne maîtrise pas encore le mandat. Ça va être aussi 6 ans. Alors, donc, est-ce la raison pour laquelle peut-être on peut supposer que on va revoir aussi, réviser le mandat présidentiel pour le porter maintenant à 6 ans? Et si on le porte à 6 ans pour harmoniser le tout, est-ce que cela n'induirait pas d'autres conséquences, autrement dit, la remise du compteur à 0? C'est la question. Bon, comme je vous l'ai dit, je n'étais pas dans la salle lorsqu'on a parlé de cette affaire-là et je n'ai pas l'information, donc je ne sais pas de quoi vous parlez. Je sais simplement qu'un certain nombre de députés ont introduit une demande de modification de la Constitution. Je l'ai appris aussi à l'Assemblée, puisque je n'étais pas dans la salle, mais j'étais dans l'enceinte du bâtiment quand même. Et on sait qu'il y a quelque chose. Mais de quoi s'agit-il? Vous n'avez pas encore l'information. Je n'ai pas l'information. En tant que député et vice-président, vous n'avez jamais cherché à savoir qu'est-ce que ce groupe-là propose et qu'est-ce qu'il demande en matière de modification de la Constitution? Même si j'avais l'information... Et voilà que nous qui vous avons demandé d'aller là-bas nous représenter, même si votre mandat a échoué et vous êtes toujours là, nous vous posons la question et vous n'êtes pas en mesure de nous donner la clarté, la précision. Bon, il faut savoir ce que vous voulez. Vous dites que mon mandat est fini. Même vous me demandez de continuer à travailler. Parlez-nous. Non,
de façon pratique, même si je le savais, c'est des discussions politiques de très haut niveau. D'accord. Il ne m'appartient pas de venir. Je ne suis pas habilité pour le moment à venir en parler. À venir parler de cette proposition. C'est un sujet sérieux. D'accord. Et là, nous accueillons le premier intervenant qui est en ligne avec nous. Bonjour, auditeur. Bonjour, oui, monsieur Senghor, votre question. Comment vous allez? Oui, bien. Bon, je salue honorable Alikmi. Bonjour. Bonjour, monsieur Senghor. Bonne et heureuse année. Merci, la santé. Nous vous souhaitons la santé. Hein. Merci beaucoup. Et que cette année, comme vous avez dit, que le pays avance. Absolument. Absolument. Bon, j'ai deux questions à vous poser. Une seule serait vraiment la bienvenue. C'est vrai, hein? Oui, oui. Bon, la première question très importante. Bon, monsieur Alikmi, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Dieu va demander le temps de tous ceux qui sont morts au Togo depuis 90? Monsieur Amoré, Atidepé, tout ça, et même les jeunes, tout le monde. Bon, jusqu'à présent, votre président Gilles-Christ Olympio, il vit ou bien il est mort? Ou deux messieurs qui s'est volatilisé en l'air. Et c'est comme, bon, les gens sont morts, on ne dit rien, l'arrestation arbitraire. D'accord, bien noté, monsieur Senghor. Et nous accueillons derrière lui monsieur Panté. Alors, monsieur... Panté, c'est Panté. D'accord, monsieur Panté, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Je salue l'honorable député. Bonjour, monsieur Panté. Oui, bonjour. Bonjour, oui. Bonne année. Et nous constatons que l'article 52 fait problème. Ok. Est-ce que au niveau du Parlement, il ne peut pas demander de reformuler, de continuer de cet article pour qu'on ait tous la même compréhension? Parce que entre nous, physiquement, on ne se comprend pas. Et maintenant, on parle de l'esprit qu'on ne voit pas. Comment vous pensez que nous pouvons nous comprendre? Merci beaucoup. Et nous accueillons le dernier intervenant, c'est M. Pelé. Bonjour. Oui. Honorable, bonjour. Bonjour, cher aîné, M. Pelé de Doula-Samé. Ok. Bon, je voudrais une notion assez exagérée. Il faut amener des gens qui peuvent nous répondre au nom de son parti proprement. Parce qu'on a besoin de Gilles-Christ Olympio en tant que chef de file de l'opposition aujourd'hui. Puis, un aîné, comme le dit, c'est-à-dire, moi, je viens toujours être mort en exil aujourd'hui, c'est à cause de cette politique et de cette lutte dont Gilles-Christ a lutté. Alors, si nous allons aujourd'hui qu'il y a une assemblée qui a perdu sa force que le peuple lui a remise, alors aujourd'hui, si nous voyons à l'assemblée des lois imminentes qu'on est en train de voter, et une assemblée morte, je vais dire, parce que 5 ans qu'on vous a donné, vous n'avez pas pu produire cette loi que vous venez de sortir aujourd'hui, de bâtir ça là, vous ne voyez pas que vous êtes en train de mettre le peuple togolais vers sur une route que le régime fait toujours à me produire. D'accord. Alors, nous revenons en studio. Vous avez écouté le dernier intervenant, monsieur Pelé de Doula-Samé. Oui, oui. Qu'avez-vous à lui apporter comme élément de réponse? Je vais lui dire que nous allons, comme nous l'avons fait ces 5 dernières années, malgré que nous soyons en minorité au Parlement, nous allons continuer à travailler pour l'intérêt des Togolais, protéger les intérêts des Togolais. Et là où nous fautons, pardonnez-nous, nous ne le faisons pas de mauvaise foi ou nous ne le faisons pas exprès. Nous aussi, nous faisons ce que nous pouvons. C'est important que nous soyons en majorité. Comme ça, quand je viens ici pour m'expliquer, je vais vous expliquer ce que nous faisons, ce que nous avons promis. Quand nous sommes en minorité, nos moyens sont très limités. Donc vraiment, si vous allez aux élections la prochaine fois, votez pour l'UFC. Il ne faut pas tergiverser. Comme ça, vraiment, on a une majorité. Et même pendant que nous sommes opposants, comme tu le vois, chaque fois qu'on nous appelle, je viens m'expliquer. Donc si nous sommes en majorité, ça continuera. On viendra s'expliquer et le pays se construit ensemble. On va faire les choses ensemble. Votre patron est où? Mon patron, il est où est-ce qu'il est? C'est-à-dire, il est en déplacement en ce moment. Il va rentrer de façon assez proche. Je pense que le mois prochain, il devrait être dans les parages. Puisque ça, vraiment, ça pose un problème. Mais encore une fois, il faut approcher le parti et son porte-parole pour voir. Ils ont peut-être des indications plus précises que moi. Moi, de ce que je sais comme un individu, sur le plan personnel, je pense qu'il sera dans la région au début du mois prochain.
Mais maintenant, le parti est peut-être mieux outillé pour répondre à cette question. Et le travail se fait. Bon, il est absent, il n'est pas absent. Il est en déplacement. Mais il y a tout le bureau directeur qui est là, qui travaille. Il y a Maître Omao qui est là, il y a moi-même, il y a M. Lokadi, il y a M. Tchakpe, il y a M. Tommy Vivien, il y a le secrétaire général, M. Edouard Mince. Tout le monde est là. Le travail se fait. La preuve, nous avons fait 5 ans. Chaque fois que vous nous appelez, on vient, on a obtenu des résultats. Alors, donc, monsieur Alipi, nous sommes à la fin de l'émission, mais quand même, l'article 52 pose beaucoup de problèmes à relever aussi, monsieur Panté. D'accord. Est-ce qu'au niveau du Parlement, il n'est pas temps de relire cet article pour que tout le monde ait la même compréhension, sans aucun doute par rapport à cela? Absolument. Il faut dire que peut-être, lorsque nous étions en train de faire la réforme institutionnelle et constitutionnelle au mois de mai 2019, on était tellement préoccupé par la limitation des mandats électifs et tout le reste qu'on n'a pas trop regardé à la formulation de certains articles comme le 52, puisque plusieurs législatures ont excédé leur terme légal et que ça n'a jamais emmené de problème particulier. Peut-être qu'on n'a donc pas tellement fait attention à ça, mais je vous promets que je vais aller le relire et que nous allons voir s'il y a matière à pouvoir l'améliorer, si nous en avons le pouvoir, hein, si on en a le pouvoir, puisqu'on dit que notre pouvoir est fini. Votre pouvoir est fini, bien sûr, c'est tout le peuple qui l'a constaté, puis c'est eux qui vous ont mandaté. On expédie les affaires courantes. Vous êtes maintenant en train d'expédier les affaires courantes. Mais de par le passé, c'est qu'il y a eu des accords politiques avant que les députés ne puissent proroger un peu ou de quelques mois leur mandat. Pour le moment, c'est ça l'opposition réclame. Et vous êtes commencé là-dessus. Non, il faut discuter, discutons, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie d'être passé chez nous ce matin. Bonne et heureuse année à tout le monde encore une fois. Et pareil à vous également. Merci beaucoup. Et c'est fini pour aujourd'hui. Merci Coco le Parisien pour la coordination technique avec toute son équipe là-bas. Alors tout à l'heure le journal vous retrouve à 9h pour en EV avec Ernestine Akogo et Mathias Mauto TP. Moi je suis Joachim Betim.